6e réunion interparlementaire Union européenne-Tunisie, organisée du 6 au 8 avril. Qui était menée par le président de la délégation, M. Panzeri, a eu lieu il y a pratiquement une semaine. Le timing était très important après cette attaque terroriste au musée Bardo. Et je vois dans le contenu de la déclaration conjointe que vous avez évoqué toutes les questions importantes de la lutte contre le terrorisme, des coopérations dans le contexte de libre-échange, des migrations, de l'économie, de la mobilité et de la révision de la politique de la voisinage de l'Union européenne dans le contexte de notre coopération méditerranéenne. Adesso chiedo a mio collega Je voudrais demander à mon collègue Panzeri de bien vouloir nous préciser quelle est l'atmosphère, quels ont été les messages, disons, les plus importants qui ont été entendus lors de la visite en Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le rappeliez, nous avons mené cette visite du 6 au 8. Nous avons eu toute une série de réunions avec la société civile, avec les deux partis principaux, avec des personnes du gouvernement, avec les institutions parlementaires également. Ça a été tout particulièrement important parce que cela lançait une nouvelle phase de rapport avec le nouveau Parlement tunisien qui a été élu lors des élections politiques qui se sont tenues récemment. Vous le rappeliez vous-même, c'est une visite que je considère comme étant positive. Elle s'est faite quelques jours après l'attentat contre le musée du Bardo qui a frappé la société tunisienne. Moi, je dirais que tout ce qui concerne la sécurité, la lutte contre le terrorisme, cela a été évoqué à plusieurs reprises lors de nos réunions. Et tout le monde est bien conscient du fait que le terrorisme induit des retombées extrêmement négatives sur un plan politique d'une part, mais sur un plan économique et touristique également. L'on a débattu avec les différents membres de la délégation. Tout le monde a constaté, alors qu'on arrivait d'un petit peu partout, que les rues étaient vides. Il n'y avait pas grand monde en Tunisie, il faudra en débattre vraiment très rapidement. Durant les réunions, une demande s'est fait jour, une aide, un soutien pour achever le processus de transition démocratique. Une aide politique, institutionnelle a été demandée, mais également et surtout une aide économique, voire financière, par le biais d'une politique d'investissement. J'insiste là-dessus à nouveau parce que je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti des réunions que nous avons pu tenir avec les parlementaires, avec d'autres parties prenantes. J'insiste sur le fait que l'issue positive de l'expérience tunisienne, eh bien c'est dans l'intérêt de la Tunisie, de la région du Maghreb, et tout cela est dans l'intérêt également de l'Union européenne. Ce qu'il faut, c'est mener une action plus incisive. Il faut vraiment procéder à une mobilisation idoine. Il faut y réfléchir. Nous devons concevoir cela au niveau du Parlement parce qu'on ne peut absolument pas échouer vis-à-vis de ce pays qui est certes petit mais important. La situation de la région est extrêmement difficile et on a la Libye voisine qui cause un certain nombre de problèmes. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons mené des réunions avec les parlementaires tunisiens. Il y a eu une déclaration conjointe également qui est extrêmement importante. Elle a porté sur les questions que j'ai rappelées, à savoir le terrorisme, l'idée selon laquelle il serait nécessaire d'avoir une stratégie globale contre le terrorisme. On ne peut pas uniquement résoudre la question en adoptant une politique sécuritaire. On a également mentionné les inégalités régionales, le fait qu'il faut mettre en place les réformes économiques et sociales, les réformes en matière de régionalisation au sein de ce pays, de la Tunisie. Nous pensons que c'est vraiment indispensable également de mener les négociations concernant le libre-échange. Il faut donner un certain rôle aux deux parlements, qu'il s'agit du Parlement tunisien ou bien d'une autre. Il faut donner un rôle également aux partenaires sociaux, à la société civile. On a beaucoup insisté également lors du débat sur la question du partenariat pour la mobilité. C'est une ressource
qui est importante pour les deux rives de la Méditerranée. Il faut vraiment une nouvelle politique concernant les visas. Ce que nous avons cru comprendre, et on l'a décelé dans la déclaration conjointe également, c'est que l'on nous demande que la dette soit convertie, la dette des États membres. Que l'on insiste beaucoup plus sur les projets d'investissement. Alors que nous étions en Tunisie, le président tunisien était en France et une partie de la dette a été convertie en projet d'investissement. Donc c'est vraiment une voie qu'il serait possible de suivre. Ensuite, il y a un autre aspect important, à savoir la politique de voisinage. Elle est entrevue comme constituant une occasion importante. Donc il faudrait... Enfin, à l'heure actuelle, on la revoit, mais c'est une opportunité pour définir, beaucoup mieux définir les besoins et la stratégie de la Tunisie, qui doit être un partenaire privilégié. Alors, il y a également le rôle de la dimension parlementaire, le rôle de notre commission. Nous sommes convenus de mettre en place une commission parlementaire UE-Tunisie. Elle deviendra l'organe central de coopération entre les deux partenariats et elle soutiendra les relations Union européenne-Tunisie. Donc j'estime que cette visite est extrêmement positive, a été extrêmement positive. Maintenant, notre tâche, je le dis avec force, c'est d'en passer des mots aux actes, aux faits. Merci, Monsieur Panzeri. Oui, une visite riche en contenu, c'est ce que je dirais. Madame Alliot-Marie, vous avez la parole. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je crois que Monsieur Panzeri a tout à fait raison de souligner les liens que nous avons avec la Tunisie, qui est probablement le pays le plus européen de la région, avec des échanges et une implantation de très nombreux Tunisiens dans plusieurs des pays européens. Je crois effectivement que les conséquences économiques du terrorisme sont extrêmement négatives en Tunisie, qui vit notamment du tourisme. Et donc je partage tout à fait son idée sur le fait qu'il faut une action plus incisive. J'ajouterais, moi, une action surtout plus concrète de l'Europe. Je me souviens très bien d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, au cours de laquelle, en février 2011, j'avais obtenu de mes partenaires un engagement financier à soutenir le développement économique de la Tunisie, notamment du centre de la Tunisie et des moyens de communication. Que je sache, ces engagements ont été réitérés à plusieurs reprises. Mais je n'ai pas le sentiment que les versements des crédits correspondants ont été faits. Et je crois que c'est là d'ailleurs l'une des lacunes et l'un des problèmes de crédibilité de l'action européenne. Nous prenons souvent des engagements vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Il n'est pas certain qu'ils soient mis en œuvre et surtout qu'ils soient mis en œuvre dans des délais où l'on voit bien le lien entre les propos tenus et les actions réellement conduites. Est-ce que ceci a été évoqué au cours de ce déplacement et est-ce que vous avez eu notamment des retours ou des informations sur ce qui a réellement été débloqué par l'Europe pour la Tunisie depuis la révolution de 2011? Merci beaucoup. Now I'd like to give the floor to Mr. Howitt, please. Merci, Monsieur Howitt. Quelques brèves questions. Moi, j'étais en Tunisie avec Pier Antonio Panzeri, pas en tant que partie de la commission conjointe, mais au même moment. Ce qu'on nous a dit à tous les deux quand on y était, c'est pourquoi est-ce que on ne réactive pas l'UBAM Libye, parce qu'il y a de gros problèmes en Libye. Et du coup, on ne peut pas vraiment agir dans le pays, mais s'il y avait plus de sécurité aux frontières de la Tunisie, cela aiderait à lutter contre la dissémination des terroristes dans ce pays-là, et ça me semble être une bonne chose. On a un budget, mais il n'est pas activé, alors peut-être qu'on devrait l'activer. Alors je voudrais demander à M. Panzeri ce qu'il en pense, et peut-être qu'il y a aussi des gens de la Commission qui écoutent et qui pourraient en parler. Merci, M. Howitt.
La parole à Madame Vergiat, qui était aussi présente à cette mission en Tunisie. Madame Vergiat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre expression en français. J'aime beaucoup défendre ma langue. Et pas par concurrence avec l'anglais, je précise. Je pense que tout un chacun a droit au respect de sa langue et malheureusement on régresse dans cette maison. Oui, j'étais dans la mission la semaine dernière. Je partage tout à fait le point de vue qu'a exprimé notre collègue Panzeri. Je pense que cette mission a été courte parce que nous étions 48 heures sur place, mais qu'elle a été dense. Que nous avons eu effectivement des échanges particulièrement fructueux et je partage à peu près tout ce qu'a dit Monsieur Panzeri. Je vais corriger, l'à peu près n'est pas le bon terme parce qu'il va m'en vouloir si je dis à peu près quasiment la totalité de ce que Monsieur Panzeri a dit. Je voudrais rajouter un élément notamment parce que la dernière demi-journée, nous avons rencontré le secrétaire général de l'UGTT et tous ceux qui s'intéressent à la Tunisie savent quel est le rôle de l'UGTT dans la transition démocratique et notamment dans le déblocage du processus constitutionnel. Et le secrétaire général de l'UGTT a particulièrement insisté sur la question de la dette tunisienne. Et je crois qu'il faut que nous prenions cette question très au sérieux parce que, effectivement, je crois que l'Union européenne n'a pas été à la hauteur du défi tunisien par rapport à ce qu'il représente dans la région et continue de représenter dans la région. Et je vais me permettre un parallèle qui sera peut-être osé pour certains, mais quand je vois la façon dont les aides affluent sur l'Ukraine et la façon dont elles n'affluent pas sur la Tunisie, alors que les besoins en Tunisie sont bien inférieurs à ceux que l'Ukraine et que en Tunisie, on est assuré d'avoir un processus démocratique qui est en cours, alors qu'en Ukraine, on peut avoir quelques doutes, y compris sur l'état de corruption dans le pays. Je crois que l'accord de libre-échange, y compris par rapport aux questions qui ont été posées, pose question à nos parlementaires. Et je crois que les parlementaires tunisiens ont manifesté leurs inquiétudes. Donc je crois qu'il faut savoir entendre ces inquiétudes et pouvoir apporter des réponses en la matière. Comme je travaille également en commission liberté civile, et que je m'intéresse particulièrement à la question de la mobilité, je voudrais relayer avec force ce qu'a dit notre collègue Panzeri sur cette question-là. Dans les signes et les symboles que nous devons faire passer à la Tunisie, il y a effectivement le fait que ce partenariat de mobilité soit un vrai partenariat et ne soit pas univoque, unilatéral. Pour le moment, tout ce qui nous a été dit, c'est que pour les Tunisiens, il est univoque et unilatéral et les Tunisiens ne voient pas ce qui arrive pour eux dans le cadre de ce partenariat mobilité. Sur la question de la dette, là je vais rectifier, c'est peut-être ce qui explique le fait que je ne suis pas dans la quasi-totalité d'accord avec ce que M. Panzeri a dit sur l'apport de ce qu'a fait la France en la matière. La France est un des plus principaux créanciers de la Tunisie, à égalité avec la Banque européenne d'investissement, à égalité avec le FMI, à égalité avec la Banque africaine. À E4, c'est plus de 50% de la dette tunisienne. La France détient 13%, plus de 13% de la dette tunisienne. Et les 60 millions annoncés par M. François Hollande lors de la visite du président tunisien sont une goutte d'eau par rapport à la dette tunisienne. Et non seulement sont une goutte d'eau, mais par ailleurs ne sont que la réitération d'une promesse faite déjà en 2013. Donc pour le moment, il n'y a rien de concret dans ce qu'a fait la France, alors que l'Allemagne a fait un effort équivalent à ce que la France a annoncé, alors que la Belgique a reconverti
10 millions des 13 millions qu'elle détenait de la dette tunisienne, alors que l'Italie vient d'annoncer l'annulation d'une partie de la dette italienne. Donc je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de choses à faire, un certain nombre de messages. Et puis par rapport à ce que disait notre collègue Howitt, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une précédente mission dans le cadre des élections électorales, la mission UBAN, ce que dit la mission UBAN, qui est actuellement en Tunisie d'ailleurs, c'est que tant qu'il n'y a pas un minimum d'État en Libye, ils ne peuvent pas retravailler en Libye. Donc on est dans un cercle vicieux. Je ne sais pas quelle solution on peut trouver, mais c'est effectivement un sujet parce que la question libyenne pèse bien évidemment lourdement sur la question tunisienne. Merci beaucoup Madame Vergiat pour votre exposé. Adesso il terzo membro della delegazione qui est presente. Troisième membre de la délégation qui est présent parmi nous, Monsieur Castaldo, je lui demanderai d'intervenir. Merci. Monsieur le Président, malheureusement, je n'ai pas pu entendre le rapport du collègue Panzeri, mais je dois dire que parmi tous les membres de la délégation, eh bien, il y a eu quasiment unité de vue. Je suis parfaitement d'accord avec les considérations présentées par Mme Vergiat, qui m'a précédé dans la prise de parole. Je pense que, en tout premier lieu, il faut se doter d'un instrument juridique pour mener un travail sérieux, approfondi, important, concernant notre partenariat stratégique approfondi avec la Tunisie. Et donc créer une commission mixte, cela peut, bien entendu, constituer l'instrument en question. La question de la dette, maintenant, j'espère, fortement d'ailleurs, que non seulement les États membres, mais également l'Union réaliseront que la valeur stratégique de la Tunisie à l'heure actuelle, eh bien, c'est une valeur qui va bien au-delà de la dimension du pays ou de la consistance numérique de sa population. Je le disais auparavant, on évoquait précédemment la question de la Libye. Cela a été réaffirmé à plusieurs reprises. Entre le sud de la Tunisie et la Libye, il n'y a pas vraiment de grande différence culturelle ou autre. La Tunisie peut et doit être un allié précieux pour trouver une solution politique, une solution de compromis, en essayant d'impliquer la partie la plus modérée libyenne qui soit prête à un processus de création d'un gouvernement national et ensuite qui soit prête à un processus démocratique, politique, qui puisse justement ramener pour nous un interlocuteur dans ce pays. Si l'on n'a pas d'interlocuteur crédible, si on n'a pas une contrepartie, il est absolument impensable de reprendre la mission EUBAM. Madame Vergiat le rappelait, on a pu procéder à un échange de vues avec ceux qui en sont responsables. On nous a dit que la bonne volonté, elle existe de la part des politiciens libyens qui sont encore en fonction, qui essaient dans une certaine mesure de mener un certain travail au niveau du pays, mais ils ne sont pas en mesure d'avoir, disons, qui que ce soit au plan politique qui puisse les guider. Alors, tout est confié aux tribus. On a un certain nombre de tribus dans cette zone frontalière. Je voudrais dire en dernier lieu que j'espère que ce qu'a dit un collègue tunisien est vrai. Soit l'Union européenne comprend que la Tunisie est aussi importante que Kiev. Je pense que, bon, pour certains, cela peut constituer un concept susceptible d'amener à la rupture, mais bon, quand même, pour l'Afrique, ce qui est important, c'est vraiment que la partie sud de l'Europe prenne sa part. Dans le cadre de l'accord d'association et de partenariat, ce qu'il faut, c'est préciser de façon évidente le fait que nous voulons d'un accord. Et nous voulons d'un accord qui soit bénéfique pour les deux parties. Il ne faut pas que nos interlocuteurs aient l'impression que l'on essaie de privilégier les intérêts de l'Union européenne en sacrifiant justement les intérêts de la Tunisie.
et en sacrifiant sur l'autel également la coopération. Je pense que dans le cadre du travail que nous mènerons en commission mixte, l'on pourra bien entendu approfondir là-dessus dans les détails. Merci Monsieur Castaldo. Dernier orateur, Monsieur Galler. Il était observateur en chef lors des élections en octobre. Oui, merci. Une petite précision. Oui, j'ai dirigé la délégation du Parlement européen et en 2011, j'étais Chief Observer. Cette fois-ci, c'était Annemie Sneiterbroek. Excusez-moi, dit le président, je ne voudrais pas que l'on mette quelque chose d'erroné dans le PV, mais c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Je tiens à remercier les collègues qui étaient présents lors de la délégation. Ça a été important, surtout suite à cette attaque terroriste terrible. Il était important d'être présent, de faire acte de présence, et je pense que notre engagement auprès de la Tunisie doit sans arrêt être mis en évidence. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés, mais je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, la plupart des choses. On a parlé notamment de la sécurité intérieure et je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais parler également d'une éventuelle coopération avec Europol. Les Tunisiens nous ont dit qu'il y avait plus d'1 million de réfugiés en Tunisie, des gens qui venaient surtout de Libye. Et c'est un facteur financier à ne pas négliger, ça leur coûte cher, mais ça menace également la sécurité intérieure du pays. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir si les Tunisiens ont évoqué cette question. Est-ce qu'ils ont demandé à ce qu'on coopère avec eux? Est-ce qu'ils ont demandé une aide de notre part à cet égard-là? Et puis, pour ce qui est d'Europol, Europol qui voit assez bien ce qui se passe et qui voit bien quelles sont les structures des organisations terroristes qui sont actives en Europe, mais qui viennent souvent d'Afrique du Nord ou qui ont des liens étroits avec l'Afrique du Nord. Alors, est-ce que là, il y aurait un potentiel de soutien pour les Tunisiens? Est-ce que Europol pourrait aider les Tunisiens? Est-ce que nous pourrions les faire profiter des informations que nous avons? Et d'un autre côté, est-ce que les Tunisiens seraient favorables à un échange de vues avec nous? Est-ce qu'ils ou un échange de données, aussi un échange d'informations avec nous. Et puis un autre aspect, bien sûr, il est important également que les investissements européens en Tunisie, les investissements qui se font depuis quelque temps déjà en Tunisie, y restent, que ces investissements ne partent pas, ne quittent pas la Tunisie. Est-ce qu'il y a de coordonner les efforts de la délégation sur place et nos ambassades? Est-ce que grâce à cette coordination, on ne pourrait pas essayer d'influencer les investisseurs pour les inciter à rester en Tunisie? Et puis, à mon avis, on peut également le relier au projet concret de l'Union européenne en matière économique. On peut établir des liens entre tout cela, on peut faire comprendre à nos entrepreneurs qui sont là-bas que les choses sont en train de bouger ou que l'on prévoit certains projets dans un avenir proche pour les convaincre de rester sur place et d'utiliser ce que nous envisageons de faire en Tunisie. Je pense que là, ce sont deux domaines dans lesquels on pourrait intervenir pour que les choses aillent vers un mieux. Merci beaucoup, Monsieur Galler. Le collègue Panzeri veut peut-être apporter une réponse aux questions qui ont été posées, je vous en prie. Oui, très rapidement. Ce que je pense, c'est ce qui suit. Et je réponds un petit peu aux questions posées par les collègues. Pour ce pays, il faut le faire de façon générale, mais pour ce pays, le moment est venu d'en passer des termes aux faits, des paroles aux actes. Nous avons besoin d'interventions justes. Nous avons besoin d'interventions concrètes. Il en va de notre crédibilité. Le dernier conseil d'association du 17 mars a délibéré sur les investissements financiers. Il a été question de 580 millions, mais l'engagement qu'avaient pris les bailleurs de fonds n'a pas été respecté. Voilà, c'est la donnée brute, la donnée de fait à évoquer.
on n'a pas été à la hauteur de la situation et je trouve tout à fait naturel qu'il nous demande un plus grand soutien économique et financier. De notre côté, l'on s'est quand même prévalu de cet engagement et en même temps on leur a dit que tout cela devait être accompagné de projets qu'ils devaient mettre sur pied. Parce qu'il faut quand même surmonter les inégalités que l'on connaît dans la région. C'est important qu'ils mettent sur pied des projets susceptibles d'être financés. Ils ont demandé de pouvoir faire partie en tant que pays du système. On leur a dit que ce serait difficile de faire partie du système des fonds structurels de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des exigences importantes. De notre côté, nous devons mettre sur pied un projet d'investissement extrêmement sérieux, permettant de faire en sorte que les demandes, les questions qui avaient été posées sur les entreprises puissent demeurer d'actualité, parce qu'on a vraiment besoin quand même de faciliter progrès de l'économie sociale au niveau de la Tunisie. C'est la seule façon vraiment de répondre de façon efficace au terrorisme. Et on répondrait également du même coup par rapport à la question de l'immigration. Alors la sécurité des frontières maintenant. Je n'ai pas noté une demande importante de coopération en la matière. Ils pensent pouvoir gérer leur voisinage avec la Libye, même si c'est difficile. Ils pensent pouvoir gérer cela de façon idoine. Bien entendu, ils souhaitent un soutien économique et financier pour pouvoir gérer tout cela. Ils n'envisagent pas une coopération éventuelle, mais ils veulent quand même bien préciser que c'est à eux de gérer une situation complexe qu'ils connaissent à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai compris. Bien sûr, il y a toujours cette possibilité d'infiltration, mais bon, la présence d'1 million de Libyens en Tunisie, cela ne les préoccupe pas véritablement. Ce qui les préoccupe plutôt, ce sont les foyers à l'ouest de la Tunisie, vers la frontière avec l'Algérie, où là, récemment, on était d'ailleurs sur place, un attentat a été commis. Donc il faut assurer le suivi de la situation, ils en sont pleinement conscients, nous pouvons toujours fournir une contribution en ce sens. Enfin, Monsieur le Président, je vous le dis pour que vous le communiquiez à Monsieur Brok. Il faut vraiment mettre à l'ordre du jour la question de la Tunisie. Il faut vraiment que cette commission s'en charge. Tout comme on l'a fait pour l'Ukraine. Mettre ce point à l'ordre du jour. Je le dis et j'insiste, c'est un petit État, certes, mais si nous parvenons à faire en sorte qu'il passe par ce processus de transition démocratique, eh bien, ce sera fait dans notre intérêt, à tous égards. Donc je demande que par rapport à cela, l'on s'engage de façon assez marquée au niveau du Parlement européen. Grazie per questa suggestione. Merci de cette suggestion. Merci également de la position que vous avez prise, qui est extrêmement claire par rapport à la transition démocratique de ce pays. Eh bien, j'en parlerai avec M. Brok et nous verrons quand il sera possible d'organiser un débat plus approfondi que celui que nous avons pu avoir aujourd'hui concernant la visite de votre délégation. Je conclus sur ce point de l'ordre du jour consacré à la Tunisie. On en est à 13e point